Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de regarder le groupe dérivé. Le groupe dérivé, c'est quelque chose dont on entend parler en master, il n'y a pas vraiment un cours sur le groupe dérivé, il y a des gens qui en entendent parler, d'autres non, c'est un peu borderline, surtout au niveau des applications, mais quand même, on s'en sert quand même de temps en temps, et des fois même je dirais qu'il est indispensable. Alors d'abord, le groupe dérivé, faut pas chercher à faire le lien avec la dérivée en analyse, la dérivée des fonctions. Newton n'y est pour rien dans cette histoire. Même s'il y aura quand même, vous allez voir, une notion de fonction dérivée, mais rien à voir avec la dérivée que vous connaissez. Alors, on part d'abord d'un groupe G quelconque, ce qu'on va appeler le commutateur de G et H, des éléments de G, c'est GH, G-1, H-1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le commutateur. C'est un test de commutation. C'est-à-dire que ça vaut E, l'élément neutre, si et seulement si G et H commutent. Voilà. Ça, c'est important de voir ça. Et ce qu'on va appeler D de G, ou qu'on écrit aussi G, G, c'est peut-être plus naturel de cette notation des commutateurs, c'est le sous-groupe de G engendré par tous les commutateurs. Et, bon, on pourrait déjà dire beaucoup de choses, mais peut-être qu'on va regarder le côté fonctoriel, c'est-à-dire que si phi est un morphisme de G vers H, d'accord, morphisme de groupe évidemment, alors phi commute avec les commutateurs, hein, d'accord, phi du commutateur GH, c'est le commutateur de phi de G, et phi de H, bah, ça vient juste du fait que phi de ça, bah, on peut mettre des phi partout, hein, tout commute, parce que c'est un morphisme de groupe. Donc, ça veut dire que si je pars de D de G, eh bien, je vais dans D de H, puisque si je pars d'un commutateur ici, de G, bah, je vais avoir ici un commutateur de H. Et donc, le sous-groupe engendré par les commutateurs, ici, va être envoyé sur le sous-groupe engendré par les commutateurs, ici. Maintenant, ce morphisme, ça va rester un morphisme, évidemment, c'est phi, hein, c'est toujours phi, mais c'est une restriction avec une co-restriction. Donc on ne peut pas lui donner le même nom, mais moralement, ça reste phi. Si phi est injectif, eh bien, évidemment, bah, comme c'est une restriction, ça va rester injectif. Si phi est surjectif, alors vous voyez que ça va être surjectif, parce que dès que vous allez prendre un commutateur dans D de H, eh bien, comme phi est surjectif, c'est un commutateur de certains phi de G'. Et donc, ça va avoir un antécédent. Et donc, l'image de phi D va être exactement DH, et on va avoir de la surjectivité. Donc, en particulier, si ici, on a un automorphisme de G dans G, eh bien, on va avoir un automorphisme de D de G dans D de G. Voilà. Et en particulier, D de G va être stable hein, par tout automorphisme. Alors ça porte un nom, ça s'appelle les sous-groupes caractéristiques. Vous voyez, il y a les sous-groupes distingués, ça c'est très important. Bon, vous avez les sous-groupes tout court, les sous-groupes lambda, hein. Les sous-groupes distingués, c'est distingué, mais il y a une plus haute distinction, vous voyez, alors vraiment la légion d'honneur des sous-groupes, c'est les sous-groupes caractéristiques. Ça, ces sous-groupes caractéristiques sont importants, et tout sous-groupe caractéristique, par exemple le centre, est un sous-groupe caractéristique. Il est stable par tout automorphisme. Et vous avez aussi le groupe dérivé qui est caractéristique. Et en particulier, comme être distingué, c'est être stable par automorphisme intérieur, si on est stable par tout automorphisme, on est en particulier stable par tout automorphisme intérieur. Et donc, D de G est distingué dans G. Voilà. On va faire une petite proposition pour faire le point, parce que vous allez voir, c'est pas difficile. Quelques petites propriétés, vous voyez. Si G est abélien, alors D de G égale E, bah oui, puisque tous les commutateurs sont égaux à E, donc le groupe engendré par E, c'est E. Réciproquement, bah oui, c'est évident, si D de G égale E, en particulier tous les commutateurs sont égaux à E, donc tout commute, G est abélien. Deuxièmement, si G
est simple non abélien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que D de G n'est pas égal à E, et D de G est distingué dans G, donc forcément, comme G est simple, D de G égale G. Alors la réciproque, elle est fausse. Hein, vous prenez G égale SLN de C, eh bien, il est, bon, effectivement, il est non abélien, il n'est pas simple parce que il a un centre. Le centre, c'est les racines énièmes de l'unité. Bon, les homothéties, hein, les racines énièmes de l'unité. Et pourtant, on va voir que D de G est égal à G. On va le voir tout à l'heure. On peut le dire déjà tout de suite, on peut l'annoncer. Alors maintenant, troisièmement, si K est distingué, c'est un sous-groupe distingué de G, et si D de G est inclus dans K, alors G sur K est abélien. Et réciproquement, si G sur K est abélien, alors D de G est inclus dans K. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que D de G, c'est le sous-groupe distingué minimum qui rend G sur K abélien. Ou si vous préférez, D de G rend maximum le quotient abélien. Voilà. C'est un quotient maximal, il est atteint pour D de G, le quotient maximal abélien. Alors ça, c'est des choses dont on se sert assez souvent. Hein. Ça vaut le coup de le prouver ici. Alors, allons de là vers là, par exemple. Donc, si G sur K est abélien, ça veut dire que modulo K, j'ai mis des barres ici, ça fait toujours E. D'accord? C'est ce qu'on a vu ici. Donc maintenant, on va mettre une barre partout, et ça veut dire que G, H, H-1 appartient à K. D'accord? Mais ça, c'est les commutateurs. Donc tous les commutateurs de G sont dans K. Donc le groupe engendré par le sous-groupe engendré par les commutateurs est inclus dans K. Donc on a de là vers là. Réciproquement, c'est facile. On regarde, comme K est distingué, on regarde la surjection canonique de G vers G sur K. Donc c'est un morphisme de groupe. Et comme D de G est inclus dans le noyau, il y a passage au quotient. Donc on a un morphisme de G sur D de G vers G sur K. Et comme lui est abélien, par définition de G sur D de G, eh bien l'image d'un abélien, c'est forcément un abélien. Donc comme on a une surjection, lui est abélien, et là c'est clair. Voilà, avec tout ça, déjà, on peut faire pas mal de choses. Déjà, avant de regarder les applications, on va regarder les exemples. Par exemple, D de Sn, eh bien, c'est AN. Alors, pourquoi? Déjà, vous avez une inclusion. Hein, parce que quand vous dérivez, dans Sn, vous prenez des éléments de Sn, tous les commutateurs vont avoir une signature égale à 1, d'après ça. Donc maintenant, la réciproque, il faut montrer que AN est inclus dans D de Sn. Il suffit de montrer que les trois cycles sont dans D de Sn. Donc si on arrive à montrer que les trois cycles peuvent être vus comme des commutateurs de Sn, alors c'est bon. Là maintenant, on prend IJK 2 à 2 distincts, et on fait ce commutateur-là, on tombe sur un 3 cycles, donc on voit bien que tous les 3 cycles sont des commutateurs, et donc on a l'inclusion inverse. On a D de GLN est égal à SLN sur un corps K, où K est différent de F2 et de F3. Alors, pareil que pour là, vous avez une inclusion quand on a D de GLN. Quand on est sur un commutateur, eh bien forcément le déterminant est égal à 1. Donc on est dans SLN, donc on a forcément un sous-groupe de SLN, puisqu'il est engendré que par des éléments de SLN. Maintenant, réciproquement, et en supposant que K est différent de F3, on se ramène à n égale 2, quitte à faire des matrices diagonales par bloc. On rappelle que SLN, alors là, de la même manière que AN est engendré par les trois cycles, SLN est engendré par des transvections. Donc il suffit, les transvections, finalement, c'est des diagonales de 1 avec un 1 quelque part, et on peut toujours se ramener au cas n égale 2, quitte à faire une permutation de la base, et puis de regarder. Alors, pour montrer qu'on a toutes les transvections, comme elles sont conjuguées, et que lui est distingué, il suffit de montrer qu'on a une transvection.
Si on a une transvection, alors on les a toutes et on aura l'inclusion inverse parce que SLN est engendré par les transvections. Alors, je vous montre la petite astuce. On se ramène au cas n égale 2, quitte à faire du bloc. Et on a 1, 1, 1, lambda, lambda moins 1. Et là, on prend donc le commutateur de ces deux-là. Et en fait, on tombe sur 1, 0, 1 moins lambda 2, 1. Faites le calcul, vous vérifiez. Ce qui va faire que on aura une transvection à condition qu'on ait trouvé un lambda tel que 1 moins lambda 2 est différent de 0. Et sur F2, ben, ça n'existe pas. Sur F3, ça n'existe pas non plus. Parce qu'il faut prendre lambda non nul, hein, je vous rappelle, ici. Hein. Donc F2 et F3, parce que lambda est non nul. Et ici, si mon cas est différent de F2 et F3, c'est toujours possible. Et donc on va avoir une transvection dans un sous-groupe distingué, donc toutes les transvections, parce qu'elles sont toutes conjuguées. Et donc on va avoir tout le sous-groupe. Bon, alors voilà la petite histoire. Alors vous remarquerez qu'il y a une différence ici. C'est que ici, on a pris des éléments de SLN. Ça veut dire que si je prends D de SLN, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh ben, ce sera encore SLN pour la même raison, d'accord? Parce qu'on a pris des éléments de SLN. Mais par contre, ceci ne prouve pas, comme on a pris ici des éléments de SN qui ne sont pas dans AN, ceci ne prouve pas que D de AN est égal à AN. Et en fait, ça, c'est vrai uniquement pour n supérieur à 5, parce que D de A3, bon, alors oui, peut-être D2, bon, A2 c'est le groupe trivial, donc il n'y a rien à dire. A3, ben, c'est le groupe à 3 éléments, et il est abélien, donc ici on ne va pas avoir A3, puisqu'on aura l'identité à cause de ça, enfin, juste le groupe trivial à cause de ça. Et pour n égale 4, ben ici, on va avoir le groupe de Klein. Alors ça, on regardera ça tout à l'heure. Maintenant, le groupe diédral, son groupe dérivé, ben c'est le sous-groupe des rotations, Z sur NZ, si N est impair. Et N sur 2Z, donc finalement les rotations doubles, si N est pair. Vous essayez de le montrer en exercice. Tout se ramène à cette formule S, R puissance K, S-1. S, c'est une symétrie. Donc le Dn, hein, je vous rappelle que c'est le groupe du n-God régulier, groupe des isométries. Et vous prenez S, n'importe quelle symétrie, hein, donc par rapport à ce que vous voulez, un axe de symétrie. Et vous aurez S, R puissance... R, c'est la rotation génératrice. Et S, RK, S-1, R-K, ben ça fait R puissance moins K. Donc ici, on va avoir, parce que la symétrie, elle va opposer les angles en quelque sorte. Donc on va avoir R puissance moins 2K, et donc on aura quelque chose engendré par R puissance 2. Alors si n est impair, ben, R2 reste générateur, parce que 2 est premier avec n, mais si n est pair, ben non. Et donc on aura ceci. H8, son sous-groupe dérivé, c'est plus ou moins 1. En fait, ça se fait juste en montrant que donc vous avez les fameux générateurs I, J, K qui suivent un petit peu la loi du bonhomme d'Ampère, et vous avez I, J, I-1, J-1, faites le calcul, ça fait moins 1. Et bon, tous les autres calculs de commutateurs se ramènent à ce calcul-là. Voilà, allez, on va continuer avec, bon, peut-être essayer de montrer ceci, et voir surtout des applications.